Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Entre la diplomatique ou le Haïti et les grandes puissances étrangères entre 1890 et 1911. Pascal Berloquinchasany. Encore une fois, en cette année du bicentenaire, une perception paradoxale d'Haïti. La perle des Antilles présente aujourd'hui un visage désolant, et il convient d'en rechercher les causes. Ces discours dénoncent une dichotomie à tous les niveaux, noir-mulâtre, vaudou-catholicisme, ville-campagne, comme s'il n'était guère possible de s'en écarter. Une autre caractéristique omniprésente m'étonne. La faute en revient systématiquement au gouvernement corrompu et violent, à l'égoïsme de l'élite politique. N'assistons pas à un déploiement énonciatif, dénonçant le caractère inadéquat des chefs d'État haïtiens dans leur ensemble? N'est-ce pas réduire à néant l'action de certains d'entre eux qui mirent en œuvre nombre de tactiques pour préserver l'indépendance d'Haïti? Hormis les pères fondateurs et leur devenir de héros, une généralisation par la négative me semble excessive. Le contenu des lettres consulaires échangées entre la France et Haïti entre 1890 et 1911, et leur mise en perspective avec la presse nationale laisse entendre au contraire divers efforts gouvernementaux. En fonction des situations nationales et internationales, les chefs d'État haïtiens et leurs différents ministres des Relations extérieures optèrent pour différentes méthodes tout en maintenant leur cap vers une direction commune, la conservation de l'indépendance nationale. Cet objectif nourrit les prises de décision gouvernementales durant les 20 années que j'ai observées. Il s'agit de la dignité d'une jeune nation noire, de sa représentation au sein du concert des grandes puissances. Première république noire au sein de la Caraïbe en 1804, Haïti dut toutefois négocier âprement la reconnaissance de son indépendance sur le plan international. L'enjeu à l'aube du XIXe siècle était de taille, car sans elle, la jeune nation ne pouvait commercer ouvertement. Il lui fallait pourtant écouler sa production agricole tournée vers l'exportation, et accéder à la maîtrise de la technologie moderne. De plus, sa simple existence menaçait la domination européenne à caractère esclavagiste. L'idée d'accéder à la liberté par la lutte risquait de s'étendre dans l'ère Caraïbe. En 1802, Napoléon rétablit en effet l'esclavage et les révoltes se multiplient aux Antilles. Le succès du combat de Bolivar au Venezuela illustre l'étendue de l'influence de la victoire haïtienne. Dans un tel contexte de lutte d'intérêts aussi bien idéologiques qu'économiques, une entente entre l'État haïtien et les puissances extérieures exigea quelques 21 années de concertation pour aboutir en 1825 à l'ordonnance de Charles X. La validation française autorisait dès lors la reprise des relations diplomatiques entre Haïti et les autres nations. 2 siècles plus tard, avec l'ampleur de la crise politique intérieure, le soutien de ces mêmes puissances extérieures est requis. Le départ d'Aristide invite à une appréciation des rôles joués par les pays occidentaux auxquels il convient d'ajouter les États-Unis, l'Afrique du Sud et la République centrafricaine. La réflexion s'est déplacée. Le rapport de Régis Debray explique clairement cette ambivalence entre le besoin et l'attente d'être aidé par l'extérieur et en même temps une certaine méfiance à son égard. En effet, avec l'arrivée du XXe siècle, la prise de conscience de la fragilité de l'indépendance s'accompagne de celle d'une menace étrangère. Cette petite annonce publiée dans le Nouvelliste et reprise par l'Impartial, à cause de son caractère suggestif, illustre bien cette toile de fond. Document perdu, bonne récompense. Il a été perdu aux environs du Champ de Mars ou dans un terrain de la PCS. Un document illustré, venant des États-Unis représentant le sujet suivant. Un aigle américain étendant ses ailes sur l'archipel antilléen. Son ombre est fortement projetée sur Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, mais légèrement penchée vers Haïti, le tout dominé par le pavillon de la Grande République étoilée. Au bas se trouve une jeune fille américaine, tenant d'une main une aiguille, de l'autre une étoile. Jetant un regard de malicieuse convoitise sur Haïti, elle prononce sentencieusement à une petite créole tout en désignant du doigt le grand drapeau. Encore une autre à coudre. Port-au-Prince, le 17 février 1910, François Corot, 27 avenue Monsieur Ambroise. Les chefs d'État haïtiens réclament et négocient de l'aide, mais surtout des investissements. Il s'agit d'accéder à la modernité et au progrès, sans pour autant céder une once de leur indépendance.
Ce qu'ils firent pourtant par la force des choses. Nos recherches soulignent ici différentes formes de résistance plus ou moins efficaces selon les protagonistes en présence. Par ailleurs, le rapport de Bray préconise entre autres la mobilisation de moyens de pression qui rappellent étrangement ceux déployés au XIXe siècle. Aujourd'hui en 2004, la pression sur la population par l'instauration d'un embargo ne mènerait nulle part si ce n'est à une augmentation de la misère. Par contre, suspendre les relations diplomatiques officielles exigées par le protocole entraînerait une modification des comportements des dirigeants. Cette suggestion suscite l'étonnement. Aurait-on oublié ces méthodes pourtant fort usitées entre 1890 et 1911 ? L'enjeu de prestige, d'une digne reconnaissance de certains chefs de gouvernement s'observe aussi bien à cette époque qu'aujourd'hui. Arrêter le temps à l'orée du XXe siècle offre l'avantage de réfléchir sur l'ampleur des enjeux, et plus concrètement, sur la manière dont ils furent appréhendés par les représentants des États-Unis, de l'Allemagne et de la France et appréciés par les membres des différents gouvernements haïtiens. Les rapports de force quoiqu'inégaux varient, contestant ainsi l'image d'une Haïti simplement dominée par des forces extérieures. Un panorama des protagonistes. Considérons d'un côté, la République haïtienne avec 5 gouvernements successifs, Hippolyte 1891 à 1896, Sam 1896 à 1902, Boiron-Canal 1902, Nord-Alexis 1902 à 1908 et Antoine Simon 1908 à 1911 et leurs différents ministres des Relations extérieures. De l'autre côté, se trouvent les représentants officiels de la France, de l'Allemagne et des États-Unis. Les relations fluctuent entre les deux camps qui s'opposent, s'entendent ou se boudent. Ces différents types de liens prennent la forme épistolaire, mais surtout de rencontres entre individus. Ces personnalités agissent en fonction d'affinités ou de leur absence, aussi bien entre acteurs d'un même bord, au sein de l'Europe où l'Allemagne s'allie ponctuellement à la France, qu'avec Haïti ou plus exactement pour l'exemple prussien à certains chefs politiques, Boiron-Canal, Lecomte. Une vue panoramique s'impose si l'on veut saisir les enjeux et les moyens déployés pour les atteindre. A. La franchise. La défaite de 1870 a entamé le prestige de la France dont les préoccupations s'orientent désormais vers l'Afrique, d'où peut-être un moindre intérêt pour sa situation en Haïti. Néanmoins, la France lui offre un protectorat moral non négligeable. La Banque nationale d'Haïti est française, ses employés le sont également. La rumeur se propage que le général Salomon aurait vendu la nation à des Parisiens. En 1890, le lien entre Haïti et la France est indéniable, riche d'échanges épistolaires amicaux. Toutefois, certains faits ternissent la bienveillante neutralité implicite de l'Hexagone, comme la complicité de ses nationaux avec des opposants politiques, ou encore, la responsabilité de divers consuls ou représentants dans les troubles civils haïtiens. Le représentant français s'efforce d'entretenir une entente cordiale avec le général Nord-Alexis. Il serait en effet souhaitable que les revendications françaises soient satisfaites. La nomination de l'évêque français Kersuzan au Cap haïtien à la tête du clergé haïtien, la résolution de l'affaire Gabriel, les indemnités du Petit Goave, submergent les réflexions consulaires françaises. Il en résulte une conviction: Nord-Alexis doit être reconnu par la France avant les autres puissances représentées en Haïti. En 1903, la question des indemnités traîne, alors que celle de l'Italie obtienne satisfaction par la présence de sa marine à Port-au-Prince. Des enseignants français sont révoqués, et l'opinion publique haïtienne semble bouder le prestige de la France. Avec le procès de la consolidation et la conspiration du général Montplaisir, la méfiance du gouvernement du général Nord augmente à l'égard de la France. Cette dernière adopte en effet une position de défense, et se borne à tenter d'éviter qu'une autre puissance n'impose un contrôle international des douanes haïtiennes. En 1909, faute de négociations, les concessions ferroviaires ne sont pas obtenues par la France. La banque est désorganisée et les compagnies des câbles et de la Générale Transatlantique, dont le service mensuel est qualifié d'insuffisant, ne sont plus reconnues comme indispensables. Enfin, les revendications françaises restent en suspens. Force est donc de constater le recul de cette influence en Haïti, devant l'agressivité de celle de l'Allemagne et des États-Unis. B. L'Allemagne s'installe.
La vision consulaire française d'un empire allemand menaçant est-elle la conséquence de la transposition d'un contexte européen dans les Caraïbes? Toujours est-il que la présence des Allemands en Haïti semble ancienne et appréciée. Leurs intérêts y ont pris de l'importance. En 1890, Haïti autorise la création d'une légation afin d'être représentée à Berlin. 2 ans plus tard, c'est au tour de l'Allemagne de valider son influence en Haïti. Son représentant consulaire est élevé au rang de ministre résident. Entre 1891 et 1895, des rumeurs colportent des promesses de traité commercial entre l'Allemagne et Haïti. L'axe principal d'intervention de l'Empire dans la jeune République est financier. Les banques de Hambourg alimentent les emprunts gouvernementaux, tandis que les navires de commerce deviennent de plus en plus concurrentiels de la Compagnie générale transatlantique française. Dès le mois d'avril 1901, la signature d'un traité de commerce entre Paris et Port-au-Prince provoque une flambée des tarifs entre Berlin et Haïti. En effet, l'Empire revendique les mêmes privilèges que la France et devant la fin de non-recevoir du gouvernement du président Sam, ordonne la multiplication des taxes portant sur les produits haïtiens en Allemagne. Redoutée depuis l'affaire Luders, la satisfaction de ces réclamations ne traîne guère. C'est l'ombre des États-Unis plane. Haïti ne fut reconnue par la Fédération qu'en 1862. Dès lors, un certain affairisme s'y déploie. En janvier 1891, l'arrivée de l'amiral Gherardi à la tête d'une escadre nord-américaine dans la rade de Port-au-Prince ranime les relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis. L'amiral revendique pour son gouvernement le môle Saint-Nicolas à ferme en compensation de l'inexécution du contrat Clyde. Si la menace militaire s'écarte par la victoire diplomatique d'Anténor Firmin, elle reviendra dans l'affaire des patentes et se traduira en juillet 1898 par le refus de Sam d'accéder à la requête de Powell d'établir une station météo nord-américaine au môle Saint-Nicolas. L'inquiétude s'installe en Haïti devant l'attitude fédérale à Cuba, à Puerto Rico et en République dominicaine. Toutefois et petit à petit, les États-Unis s'affichent en alliés économiques potentiels et effectifs, répondant aux besoins immédiats d'Haïti. Ces aides sont ponctuelles et circonstancielles liées à des contrats de concession, PCS, minerais. Signalons néanmoins une réserve officielle, la signature d'un traité de commerce afin de régulariser les transactions entre les deux pays tarde malgré l'importance de ce trafic commercial, 1908. Sous la présidence du général Nord, le soutien nord-américain prend la forme d'un rapprochement politique. Impression de billets de banque, félicitations du cabinet de Washington pour sa victoire sur les rebelles, prise en considération de son opinion avant de se prononcer sur sa succession. Le général Simon tente à poursuivre cette vision conciliante à l'égard des affaires nord-américaines. Par des exemples concrets, nous observons une résistance haïtienne qui varie en fonction de chaque situation, des personnalités qui s'affrontent, des finances du pays et des soutiens dont elle bénéficie. Dans l'ensemble, se soumettre n'est plus à l'ordre du jour malgré les revendications diplomatiques croissantes et la diversité des moyens de pression mis en œuvre par les puissances étrangères. 2. Ingérence politique hétérogène. Les lettres consulaires reflètent de toute évidence un contexte de relations internationales inégales. La suprématie militaire financière de la France, des États-Unis et de l'Allemagne pèse lourd dans la balance des négociations. Le gouvernement change, un contrat n'est pas respecté et les conseils des grandes puissances fusent pour tenter d'orienter les décisions gouvernementales. Les rapports de force varient, avec en toile de fond la complexité d'une situation nationale remise en question au gré des mises convoitées et des moyens déployés. A. La menace militaire. La menace militaire, matérialisée par les bâtiments de guerre qui s'approchent au moindre prétexte d'Haïti, influe inéluctablement sur le poids des argumentaires déployés par les représentants étrangers, rappelant à la jeune République la fragilité de son indépendance. Le gouvernement haïtien ne possède pas de marine de guerre conséquente. Cette faiblesse explique le dénouement de l'affaire Luders en 1897, lorsqu'Haïti a dû capituler devant 2 navires en bois envoyés par l'Allemagne. Les bâtiments de guerre permettent également d'intervenir plus directement dans la politique intérieure. Le 28 mai 1891 par exemple, l'équipage français de la Naïade aurait empêché des exécutions sommaires.
En septembre, commente le représentant français, la tranquillité est toujours maintenue, en raison de la présence du Magon. Un bâtiment de guerre mouillé en rade de Port-au-Prince peut seul rappeler au gouvernement ses devoirs vis-à-vis des étrangers et donner à nos nationaux une entière sécurité. Nous avons déjà brièvement mentionné la présence de l'amiral Gherardi dans les eaux haïtiennes et la tension diplomatique qui en découla. Si les États-Unis affirment agir dans le but de maintenir la paix dans le pays, le danger d'une intervention n'en reste pas moins une priorité dont il convient de se débarrasser au plus tôt. Nul n'est dupe des ambitions nord-américaines. Obtenir le môle Saint-Nicolas à Ferme, n'est-ce pas en réalité une avancée physique sur le territoire haïtien? La présence de navires étrangers à proximité de Port-au-Prince fluctue. Début septembre 1898, 11 navires états-uniens sont dénombrés, aux alentours de la capitale et du môle Saint-Nicolas. En 1902, la France refuse d'intervenir dans les mouvements insurrectionnels qui secouent le pays. Voiron Canal se tourne alors vers l'Allemagne. Le Panther part ainsi menacer la Crète à Pierrot, ancien aviso gouvernemental passé aux firministes au Cap-Haïtien. Cette seule présence plaçait l'amiral Killick devant une alternative. Soit tirer sur la canonnière allemande, ce qui risquait d'entraîner de lourdes représailles pour la nation haïtienne, soit s'aborder la Crète à Pierrot. Il opta pour la seconde solution. À terre, son ami Firmin s'efforça par des mesures de police très sévères de contenir la population fort mécontente de la provocation allemande. Cet épisode témoigne de la priorité patriotique, qui s'illustre par une réponse héroïque et symbolique au déploiement militaire de l'Allemagne. La conviction partagée d'une supériorité maritime sur Haïti s'avère ébranlée par une résistance gouvernementale croissante. Ainsi en 1904, le procès de la consolidation provoque une arrivée massive de navires, l'Indéfatigable, le Bremen, le Panther, au point que le représentant français en réclame un à son gouvernement. Notons que la sanction des coupables étrangers fut tout de même prononcée, réduisant ainsi l'aura de la supériorité militaire. En 1911, le ballet des navires recommence lors des insurrections de février et de juillet. 4 navires de guerre des États-Unis contrôlent Port-au-Prince 124. La légation française obtiendra le sien, lorsque le général Lecomte accédera au pouvoir. Les hommes politiques haïtiens considèrent ce danger sans pour autant devoir toujours s'y plier. D'autres moyens de pression prennent le pas sur la force militaire entre 1890 et 1911. B. La reconnaissance extérieure d'un nouveau gouvernement haïtien. L'ingérence latente de la politique extérieure ressurgit de façon flagrante lors de la reconnaissance d'un nouveau gouvernement qui peut se voir alors conditionné par le règlement des affaires en cours. En 1890, la France exige d'Hippolyte qu'il tienne les engagements de son prédécesseur légitime, à savoir la promesse que les étrangers seront dédommagés des pertes qu'ils ont subies dans la dernière guerre civile. Ce que refuse catégoriquement le ministre des Relations extérieures, Anténor Firmin. En effet, Hippolyte ayant contesté la politique de légitime, il n'est donc en rien tenu d'en respecter les promesses. Ainsi en juin 1890, des nations qui ont avec Haïti des relations importantes, il ne reste que la France et l'Angleterre, et l'Italie qui s'abstiennent de reconnaître le nouveau président. La France se dit prête à suivre l'attitude des cabinets de Londres et de Rome sur ce point. L'emprunt de 1896 et le projet d'admission de ces titres à la Bourse de Paris permettent à la France d'augmenter la pression pour une prompte résolution des affaires en cours. La chute des cours du café, provoquée par la concurrence brésilienne, accentue les difficultés financières du pays et explique l'âpreté des négociations diplomatiques. 9 mois furent nécessaires avant d'aboutir, au mois de décembre 1896, à la reconnaissance du général Sam et ce, malgré le calme relatif de la transmission du pouvoir. La mort naturelle du général Hippolyte et la présence d'un consensus politique autour de sa succession contrastent avec certaines transitions gouvernementales houleuses qui connaissent toutefois un aval plus rapide et moins exigeant de la part de la France. En décembre 1902, l'empressement de Paris à reconnaître Nord-Alexis témoigne au contraire d'une volonté d'afficher un soutien actif afin de limiter le poids de l'Allemagne et des États-Unis. En 1908, l'avènement du général Simon est de mauvais augure pour les exigences françaises.
Il s'agit maintenant de suivre la déclaration des États-Unis et de tenter, suivant les conseils de Paris, de profiter de l'occasion pour obtenir le règlement des affaires pendantes, sans toutefois en faire une condition sine qua non. C'est paradoxal droit d'asile. Enfreindre la loi nationale en détournant quelques sommes financières, et s'abriter ensuite derrière une étiquette étrangère peut être considéré comme un prémisse de la procédure du droit d'asile. Mais auparavant, il convient de rappeler qu'il s'agit bien à un niveau individuel, d'une immixtion dans les affaires intérieures. Cette menace, quoique indirecte, n'en est pas moins diffuse. La justice haïtienne relève dès lors du plus haut niveau, celui de la diplomatie. Si en 1883, l'affaire des mandats dévoile un trafic de mandats entachant le prestige de la Banque nationale haïtienne, Clouchet, français, et Coles, sujets britanniques, comptables incriminés, obtiennent leur liberté grâce à l'intervention de leurs représentants diplomatiques. Jérémy, ministre des Relations extérieures, adresse une circulaire en janvier 1903 au corps diplomatique pour signaler l'habitude de plus en plus répandue par les membres des colonies étrangères d'arborer leurs pavillons et de les laisser en permanence. Chaque maison croit pouvoir jouir du droit d'asile et d'inviolabilité qui est le privilège des légations. L'année suivante, Nord-Alexis réclame les sénateurs haïtiens Cauvin et Malebranche réfugiés à la légation française de Port-au-Prince dans le but de les restituer à la justice haïtienne. La France tenta en vain de s'interposer. Les accusés sont condamnés à 15 ans de travaux forcés. Si l'affaire Coles-Clouchet débouche sur des réparations pécuniaires, il en va tout autrement en 1905 lors du procès de la Consolidation. La fermeté du général Nord, soucieux d'appliquer une justice nationale à des étrangers incriminés, marque l'opinion nationale et internationale. Reprenons maintenant le cas du droit d'asile qui consiste pour un citoyen haïtien en l'obtention d'une protection diplomatique, en se réfugiant dans une légation ou un consulat étranger, lorsqu'il se sent menacé par les autorités haïtiennes. Malgré l'interdiction de la peine de mort pour des motifs politiques par la Constitution de 1889, la menace n'en est pas moins réelle. Tous les présidents entre 1890 et 1911 profitèrent de ce qui n'a de droit que la dénomination. Il s'agit en fait d'une tolérance voire d'une exception haïtienne. Par souci de préserver cette voie de secours, l'opposition du gouvernement haïtien à cette pratique reste formelle jusqu'à l'arrivée du général Nord-Alexis au pouvoir. Cette alternative à la justice haïtienne, soit la voie royale vers l'exil, s'achève en 1908 après de longues négociations diplomatiques et grâce au soutien des États-Unis. L'échec du mouvement insurrectionnel firministe en janvier 1908 au Gonaïves oblige les vaincus à se réfugier dans les consulats de Saint-Marc, des Gonaïves, et de tous les pavillons étrangers présents. Malgré l'interdiction nord-américaine, Charles Miot, français en poste au consulat des États-Unis à Saint-Marc, accepte 15 réfugiés. Nord-Alexis insiste et les récupère, 5 furent fusillés sans jugement et 10 autres prisonniers. Début février 1908, des réfugiés occupent des consulats nord-américains. Le cabinet de Washington exige un procès régulier. En avril, ce même gouvernement, fort de l'avoir soutenu dans sa lutte contre les abus diplomatiques des puissances étrangères, obtient la clémence du président haïtien pour les réfugiés du consulat de Port-de-Paix. La lucidité française du caractère abusif du droit d'asile en Haïti se traduit dans les lettres diplomatiques au détour des descriptions factuelles. Les légations n'ont pas plus que les consulats et agences consulaires le droit d'arbitrer des prévenus politiques. Si en février 1908, la France, l'Allemagne et l'Angleterre estiment qu'il n'est pas encore temps de supprimer le droit d'asile, malgré les abus constatés, dès le 15 avril 1908, l'Angleterre retire le droit d'asile à ses consulats. La France à son tour se prononce en ce sens, suivie des représentants du Mexique, de la Hollande et de Cuba. La suppression de la protection consulaire est suivie des faits. En témoigne, en décembre 1908, le blâme pour l'agent en poste à l'agence consulaire de Miragoâne pour avoir accordé l'asile à des Haïtiens dont C. Célestin, ministre de la guerre du général Nord. Seules l'Allemagne et l'Italie conservent le droit d'asile dans leur consulat. 3. Enjeux et pression économique. À ces modes de pression à visée politique s'ajoute de manière omniprésente une pression économique. Les résidents étrangers revendiquent la gratuité de l'accès au commerce haïtien,
des dédommagements en cas de troubles civils et propose des contrats de concession alléchants. Des avantages commerciaux et financiers négociables, traités de commerce, emprunts, émission de papier-monnaie, aux réclamations pécuniaires adressées au gouvernement en place au bénéfice des ressortissants étrangers, les moyens ne manquent guère pour obtenir satisfaction auprès d'Haïti. Passe-droit commercial. La Banque nationale haïtienne tend à perdre progressivement de son influence auprès du gouvernement haïtien, en raison de ses prétentions sans cesse croissantes. Des banquiers allemands parent alors aux carences financières gouvernementales. À tel point qu'en 1900, les Allemands se rendant compte de l'influence qu'exerce notre légation sur les secrétaires d'État actuellement au pouvoir, font des efforts pour renverser ce cabinet en vue de préparer l'avènement de M. Fenn et M. Lespinasse, anciens ministres notoirement dévoués à leurs intérêts. Les luttes d'ingérence économique se manifestent par le financement d'hommes politiques, ou encore la promesse d'une signature d'un traité de commerce. En janvier 1900, la France et Haïti sont en pourparlers à ce sujet et l'Allemagne vise les mêmes avantages. Aux ambitions des banquiers s'ajoute également celle de la bourgeoisie du bord de mer, exclusivement composée de Français, de Nord-Américains et d'Allemands. Pour exercer en Haïti le commerce de détail, les étrangers doivent s'acquitter tous les ans d'un droit de patente. La seule exemption légale consiste à être naturalisé haïtien par le mariage avec une haïtienne, ce qui reste une pratique marginale. L'effort pour réduire cette taxe est l'objet de relations diplomatiques intenses. En 1898, les États-Unis et la France par une action conjointe règlent la question des patentes avec le gouvernement de Sam. L'Allemagne est hors compétition faute de base juridique. La résistance haïtienne s'éclaire si l'on considère le mouvement inverse tendant vers l'inscription sur les listes consulaires étrangères, afin de demander des indemnités. C'est à la lueur de ce contexte qu'il convient d'entendre l'exigence du général Hippolyte en 1890, d'obtenir la promesse des étrangers patentés de ne pas faire appel à l'intervention diplomatique en cas de dommage. Seule la justice locale est autorisée à statuer. Il s'agit, plus concrètement, de prendre ces précautions pour éviter ou freiner tout cas éventuel de litige par le rappel du Code civil et de l'article 185 de la Constitution, où il est écrit que l'étranger est soumis aux lois de police du pays et ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de perte éprouvée par suite de troubles civils et politiques, 156. Ainsi, Firmin refuse de reconnaître le principe des demandes d'indemnité pour perte lors des incendies des 4 et 7 juillet 1888, dans la mesure où, ces incendies fort explicables dans une ville en bois comme Port-au-Prince auraient été le pur fait du hasard. Indemnité. Il convient de retenir le fonctionnement du principe des indemnités. Des étrangers établis en Haïti, bien souvent des commerçants, parce que victimes d'impayés, d'arrestations jugées arbitraires ou victimes de troubles civils, réclament réparation auprès du gouvernement haïtien au nom de leur protection consulaire. Et c'est bien là le problème. Les immatriculations, par exemple à la légation française où des abus sont dénoncés au début de notre période, correspondent à une assurance pour parer aux aléas en Haïti. L'exemple de Léon Gabriel est explicite. Fusillé en mars 1902, car suspect de menées politiques, après échange de coups de revolver avec le chef de la police sur le champ de Mars, son nom figure sur les registres français au titre de résident français. Le doute porte sur la nationalité et l'enjeu pécuniaire est de taille. 25 000 francs sont obtenus à titre d'indemnité gracieuse pour la famille du défunt. En cas de dégâts, le gouvernement désigné responsable, quoiqu'ils doivent tout de même en reconnaître le principe, est tenu d'indemniser le S plaignant S. Ce qui peut entraîner l'élection d'une commission mixte chargée de statuer sur les réclamations. Or, cette procédure n'implique pas pour autant une plus grande rapidité. Ainsi, la commission du Petit Goave engagée en 1903 n'aboutit au dédommagement des réclamants qu'à partir du mois de septembre 1907. Hormis la dimension financière, le principal souci reste la différence de traitement entre l'étranger et l'haïtien qui, victime des mêmes préjudices, ne bénéficie d'aucun soutien diplomatique. D'où la tentation de se faire inscrire, donc naturaliser, sur les listes d'immatriculation de la légation française. S'il est de notoriété que la démarche s'oppose au droit international, cet abus fort lucratif persiste.
Entre 1879 et 1902, F. Marcelin estime qu'un montant total de 2,5 millions de dollars a été versé aux étrangers. Toutefois, les gouvernements haïtiens successifs déploient un certain nombre de parades. En 1891, seul le sieur Guénin est dédommagé, les autres réclamants sont déboutés. Le poids de la dimension amicale entre Haïti et la France rencontre parfois quelques limites, comme le note un représentant français, et l'engagement sanctionné par convention internationale est envisagé. Les traités internationaux, enfin, constituent d'excellents instruments de chantage. En 1899, la réduction des droits du café accordés au Brésil par la France suscite de la part du gouvernement haïtien la même revendication au nom du principe de réciprocité contenu dans le traité de 1838. La conclusion du traité franco-haïtien de 1901 provoque une guerre des tarifs avec l'Allemagne qui souhaite obtenir les avantages stipulés dans cet accord. Le gouvernement haïtien demeure indifférent au chantage économique de l'Empire. La principale réaction haïtienne à ces multiples tentatives d'ingérence se fonde sur une argumentation juridique. La résistance s'opère, au cas par cas, par la stipulation d'une incompatibilité à la loi nationale. Que ce soit pour l'affaire Gherardi ou bien pour la question du droit d'asile, l'objectif vise par voie diplomatique et de presse à dénoncer, à contenir et à terme à supprimer ces abus. Les règles du jeu se sont modifiées en raison de la ténacité de Firmin, d'Hippolyte puis de la fermeté du général Nord. La France, mais elle n'est pas la seule, accepte de céder du terrain devant cette résistance et le soutien présumé des États-Unis. 4. Pression humaine. À ces outils de pression officiels s'ajoute une dimension plus discrète parce qu'officieuse. L'héritage symbolique d'un passé esclavagiste influe considérablement la tonalité des échanges. Les représentants d'Haïti revendiquent la reconnaissance bilatérale de l'égalité. La France, condescendante, use de l'octroi de symboles prestigieux à l'égard des gouvernements haïtiens comme d'un moyen de pression. Cette perception occulte cependant la marge humaine de l'interaction. Certains gouvernants haïtiens professent des idéaux patriotiques et comptent bien les faire entendre. Ils instaurent alors sciemment des alliances opportunes qui remettent en question une vision réductrice déterminée par les seules puissances étrangères. A. Civilités européennes. Entre 1890 et 1911, offrir la Légion d'honneur comme récompense ou comme appât s'avère révélateur du poids d'un certain prestige français. Ce stratagème fut employé afin de régler notamment des affaires d'indemnité. Le représentant français avance par exemple que si Hippolyte bénéficiait d'une telle reconnaissance, le gouvernement ne saurait rien nous refuser. Pour marquer le rapprochement avec Haïti, Anténor Firmin reçoit la décoration d'officier de l'instruction publique en 1890. La résolution des réclamations, indemnités, patentes, ne serait due qu'à cette récompense honorifique si l'on en croit le ministre des Relations extérieures français. En 1898, on fait miroiter à Sam la croix de commandeur de la Légion d'honneur dans l'espoir d'influencer le choix du successeur de Monseigneur Tonti à la tête de l'Église en Haïti. De même, si Brutus Saint-Victor recevait celle d'officier, pourrait-il être plus conciliant à l'égard des revendications françaises? Nul n'est toutefois dupe de ces flatteries. Les gouvernements haïtiens prennent continuellement une position de défense face à la supériorité affichée de l'Europe et des États-Unis. Ces pays incarnent le progrès technique et idéologique dont il convient de suivre le modèle. Néanmoins, l'examen de la presse nationale et des nombreuses publications à l'étranger témoigne d'une certaine lucidité. Ainsi, J. Justin déplore les convoitises et les méthodes employées par les puissances concernées. Il est fort triste de constater qu'au déclin d'un siècle, où l'on a tant parlé de droit, de justice et de fraternité, les États dits civilisés semblent n'avoir encore d'autres règles de conduite que le plus brutal égoïsme et de la raison du plus fort, paraît être le premier comme le dernier mot de leur politique. Le sentiment d'exploitation par la force est malheureux, scandaleux pour tout Haïtien. À l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau paru en 1853, Anténor Firmin répond par un ouvrage, de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. De plus, ses nombreuses publications et interventions marquèrent l'intelligentsia haïtienne. Contester le risque d'ingérence ne peut se faire qu'en y opposant des référents pertinents,
implicitement qu'occidentaux. En 1892, la création de la Société haïtienne de législation par J.N. Léger, G. Sylvain, F. Marcelin, J. Devaux, L. Borneau et Solon Ménaud a pour ambition de développer la civilisation en Haïti, c'est-à-dire d'harmoniser la vie législative, politique, sociale et économique. La presse sous la plume du Dr Bobo dénonce pour sa part le contrat MacDonald en 1910. Il s'agit d'impliquer la population dans la mesure où cette dernière, alarmée, pèse lourd dans les négociations diplomatiques au même titre que la situation politique et économique du pays. B. Ententes-mésententes aléatoires. La personnalité des acteurs en présence joue un rôle primordial sur le déroulement des négociations. L'affaire Gherardi illustre l'exemple d'une résistance tenace d'Anténor Firmin devant les revendications nord-américaines. L'épisode se déroule dans un contexte à double niveau, celui de leur visée expansionniste sur l'ère Caraïbe et celui des enjeux fédéraux en raison de la présence de Frédéric Douglass, noir qui représentait les États-Unis en Haïti. Ce diplomate s'opposa fermement à une intervention militaire car, soutenu par l'opinion publique fédérale, il souhaitait trouver une position de compromis. L'amiral Gherardi, ayant reçu les pleins pouvoirs pour traiter de cette affaire, ne put présenter qu'une lettre d'instruction du ministre d'État. Alors, Firmin l'informa avec autant de calme et de fermeté que le gouvernement haïtien ne pouvait traiter avec un amiral américain quand le gouvernement américain avait sur le territoire haïtien un ministre, Douglass, dûment accrédité. Cette réponse témoigne de la perspicacité d'Anténor Firmin. La campagne présidentielle aux États-Unis étant imminente, le président ne voudra pas risquer ses intérêts à l'intérieur et mécontenter la grande délégation noire, en outrageant le rang de Frédéric Douglass. Pour accélérer le cours des événements, Firmin s'adresse aux négociants américains. La moindre concession du cabinet de Port-au-Prince à propos de l'affaire du Maule, de même que la prolongation pendant quelques heures du séjour de l'escadre des États-Unis dans les eaux d'Haïti, provoquerait la chute immédiate du gouvernement du général Hippolyte. Le départ de Gherardi est imminent, comme celui de Firmin dont la démission est acceptée par le président. 8 mois plus tard, ce fut au tour de la flotte nord-américaine de prendre le large. En 1898, le ministre des Relations extérieures, Brutus Saint-Victor, menace à son tour de démissionner si aucune entente diplomatique n'est possible. Un certain détachement s'installe comme moyen de résistance. Déjà, l'absence du président Sam, pourtant considéré comme francophile, lors de la messe célébrée en mémoire du président français F. Faure laisse entendre une atmosphère d'indifférence à l'égard de la France. Dès l'arrivée du général Nord-Alexis au pouvoir, l'entente se dégrade. En 1904, un incident frôle la crise diplomatique. Les couples Zimmerer, représentants de l'Allemagne et des prélégations françaises, sont accueillis par une grêle de pierres lancée par les soldats de la garde. Punir les coupables ne suffisant pas, le représentant allemand réclamait déjà un navire à son gouvernement. Les excuses sont exigées puis jugées insuffisantes, car prononcées de manière expéditive par Nord-Alexis. Lors d'une réception officielle, ce dernier aurait simplement signifié aux diplomates « Messieurs les ambassadeurs, je vous excuse », évitant par là de présenter des excuses au nom de la République d'Haïti. Sa réputation d'analphabète étouffa cette confusion volontaire. Le pays n'est donc pas officiellement incriminé. D.J. Joseph, en 1908, rédige une lettre à Carteron l'informant du mécontentement du président Nord devant le rapprochement que s'est autorisé le représentant français, qui est une réelle immixtion, dans les affaires intérieures du pays. Les lettres consulaires françaises regorgent d'efforts pour évaluer l'influence potentielle de la France en Haïti. Les relations diplomatiques mobilisent l'attention de Paris et prennent une tournure préoccupante avec l'ingérence économique croissante de l'Allemagne et des États-Unis. Des incidents du type de l'affaire Luders ou du jet de pierre ravivent les risques d'intervention militaire, sans pour autant être gérés de la même manière en fonction du chef de l'État. Dans la première, Sam accepte la médiation des États-Unis et de la France en raison de la présence maritime allemande. Dans la seconde, l'habileté du général Nord suffit à empêcher l'arrivée de bâtiments de guerre dans la rade de Port-au-Prince. C. Les rapprochements. Le jeu diplomatique varie selon les forces en présence. Les alliances se nouent et se dénouent au gré des enjeux de chaque puissance.
Il serait réducteur de ne retenir qu'une attitude défensive de la part des chefs d'État haïtiens. En effet, ces derniers sollicitèrent et obtinrent ponctuellement le soutien de l'étranger. En 1895, le gouvernement haïtien sollicite l'aide française pour régler la délicate délimitation des frontières avec la République dominicaine. 2 ans plus tard, le président Sam, au nom de son pays, proclame « Nous sommes Français », dans l'espoir de bénéficier de l'appui de la légation. C'est en effet ce qui se produit sous la plume de Meyer, représentant de la France, qui rédige alors la lettre d'excuse en consultant officieusement les désirs de l'Allemagne dans le but d'accéder à une entente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.